Merci. Excellences, Monsieur le ministre des Finances, du budget du secteur bancaire, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le conseiller privé du chef de l'État, Monsieur les secrétaires généraux et chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la France centrale, Monsieur le trésorier payeur général, Messieurs les directeurs généraux, honorables assistance, envoi et qualité, Mesdames et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le privilège, à ma qualité de secrétaire général du ministère, de présenter la synthèse des travaux issus de l'atelier de la journée du 7 janvier. Ma présentation se fera sur deux grandes parties, le bilan et puis les perspectives pour les 3 prochaines années, mais avant tout des éléments de contexte. Il faut noter que désormais dans notre pays existe une vision du développement avec un ensemble cohérent de programmes phares, structurants et sectoriels regroupés autour de 5 socles et 5 catalyseurs de l'émergence, dont le total est estimé à 4 millions de milliards d'euros. De là, on se rend compte que la mobilisation du financement extérieur, intérieur aussi, public comme privé, mais surtout la mobilisation de la ressource intérieure pour financer au moins une partie de ces projets reste un véritable défi pour notre pays. L'année 2020 devait être, après la CEPAD, la première année d'exécution du PCE. Cependant, la pandémie a bousculé l'ensemble des stratégies de développement du pays. Le nôtre n'a pas été épargné. La stratégie de riposte contre la pandémie a occupé donc une grande partie des activités du ministère. Et désormais, il y a une volonté politique de s'investir dans les objectifs nationaux de développement durable et les ODD à l'horizon 2030, malgré la contrainte de la pandémie. En premier lieu, je vais présenter le secteur des finances publiques. Comme vous le savez, le taux de croissance prévisionnel était de 4,5% après une croissance de 2% suite au choc du cyclone Kenneth. Cependant, la croissance a été revue. Il est actuellement à 0,9%, plus de 0,9%, je précise le plus, bien sûr. Certes, trop bas, mais positif, alors que d'autres pays sont dans des taux de croissance négatifs. La mobilisation des recettes a été donc impactée par la pandémie. Il faut tout de suite souligner la volonté du gouvernement d'accompagner le secteur privé, mais aussi les banques. C'était matérialisé par l'arrêté du 30 juin qui consacre un abattement de 2% sur le total des produits, des droits et taxes sur les produits alimentaires, les médicaments et les produits et matériels d'hygiène. Cette mesure a coûté à la douane une perte de recettes de 1,6 milliard. Également, un report du dépôt de l'aide fiscale et de l'étalement du paiement de la TPU au niveau de la GIE. Ces mesures ont nécessité donc une loi de finances rectificative qui a fait passer les recettes de 52 milliards
à 41,8 milliards. Au-delà des mesures, il faut tenir compte également du ralentissement économique mondial qui a fait baisser aussi les recettes. Ce graphique présente l'évolution des recettes à l'intérieur de 2015 à 2020. L'effet significatif montre qu'on a atteint un pic en 2018 avec 57 milliards, partant de 47 milliards en 2015. Mais cette progression a été freinée par le cyclone Kenneth en 2019, qui a fait passer les recettes à 52, et cette année avec la pandémie du Covid. Mais également, il faut noter aussi un fléchissement au niveau des entreprises publiques à partir de 2019, plus principalement Comortel Télécom et la SCH. Au niveau de la dépense publique, elle a été plus orientée en faveur de la riposte. Au tout début de la pandémie, un décret d'avance a été pris afin de se conformer à la loi en vigueur, la loi des opérations financières de l'État, mais aussi aux normes en matière de gestion des finances publiques, qui a fait passer la recette de 64 247 millions à 66 670 millions, avec des dépenses de santé qui ont augmenté de 44,85%. Il faut préciser que pour préserver l'équilibre budgétaire, ou pour ne pas encore détériorer l'équilibre budgétaire, on a dû annuler des crédits pour 2,8 milliards et ouvert 7,1 milliards. Dans le financement de la riposte, l'État a été le premier à mobiliser ses propres ressources et les mettre à la disposition de la gestion de la pandémie avec à peu près 1,5 milliard. On note également un accompagnement des partenaires. Je tiens ici à saluer le leadership du ministre des Finances dans cette mobilisation qui a permis de mobiliser 49,16 millions de dollars. Le FMI pour 12 millions, la Banque mondiale pour 10 millions, la BAD pour 20,6 millions, dont la moitié a été décaissée cette année et l'autre moitié sera décaissée en 2021. La FADES également pour 0,6 millions. Il faut noter que le pays a aussi bénéficié de l'initiative de suspension de la dette du G20. Ce graphique présente également la répartition des dépenses Covid arrêtées au 30 novembre. Donc, par nature, on a à peu près 81 millions en salaire et indemnités qui correspondent, qui traduit ici la volonté du chef de l'État d'accompagner le personnel médical dans les employeurs des primes, mais aussi les dépenses courantes qui ont permis un service à hauteur de 1,1 million, financer par exemple les tests et autres dépenses, des dépenses de transfert pour 928 millions. On trouve ici à l'intérieur les dépenses en faveur des entreprises du secteur aérien, mais également la subvention accordée à la filière de rente, vanille. Au niveau des investissements, on trouve ici plus de 1,5 milliard, par exemple, pour la construction et l'équipement d'un centre d'imagerie médicale. Dans le même temps, on a pu assurer un fonctionnement normal de l'État
plus particulièrement la régularité du paiement des salaires, malgré la diminution des recettes et le poids de masse salariale qui pèse encore sur les finances publiques. Je dirais, honorable assistance, que c'est plus qu'une régularité des salaires. Aujourd'hui, le fonctionnaire communien connaît la date du 25 du mois. À travers ce graphique, je présente ici l'évolution de la masse salariale, mais également l'évolution des recettes fiscales, pour mettre en exergue le ratio masse salariale rapporté aux recettes fiscales. On se rend compte que même si les recettes fiscales baissent, mais la masse salariale est en train d'augmenter. On se rend compte également que la masse salariale ne laisse pas de marge de manœuvre, d'espace fiscal à l'État pour financer des dépenses d'investissement seules à même de créer de la croissance et de réduire la pauvreté. Donc on passe de 66% à 70% en 2019 et 60 pour finir à 79% en 2020, alors que la norme dans la zone, que ce soit Comesa, la zone CFA ou la MIGA, est d'avoir un ratio inférieur à 35%. Donc on est très loin de la norme. La situation de la dette est sérieuse. Ici, il faut noter une volonté du ministre des Finances pour mettre de la transparence dans la gestion de la dette à travers un circulaire qui consacre la publication de façon semestrielle des bulletins statistiques de la dette. On est ravis qu'aujourd'hui il y a débat sur la dette extérieure parce que la gestion de la dette a été rendue transparente. Mais ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que aucun pays ne peut se développer sans dette. Le débat, c'est ce qu'on fait de la dépense, ce qu'on fait de l'emprunt. Empruntons pour financer des dépenses de fonctionnement. Je pense qu'au niveau de notre pays, on a emprunté pour investir, plus précisément dans des secteurs structurants et stratégiques. Si je prends l'hôpital El Marouf, qui a pour résultat d'améliorer le capital humain par les conditions de santé de la population, nous estimons que c'est une dépense productive. Si je prends les autres projets, que ce soit le projet Chemin du Soleil, le projet sur l'évolution financière, sur les chaînes de valeur, sur la santé, nous estimons que ce sont des projets à même d'apporter de la croissance, d'apporter des emplois et de réduire la pauvreté. Donc le débat, ce n'est pas l'emprunt, le débat, c'est ce qu'on fait de l'emprunt. Comme disait l'ancien président Feu Béni, on emprunte là pour faire la fête. Donc au niveau de la dette, j'ai mis ici la situation sur la valeur actualisée de la dette, sur l'analyse de la vérité de la dette. On se rend compte que nous sommes au niveau de la valeur actualisée par rapport au PIB, nous sommes à 15,9. Pour avoir un risque faible, il faut être inférieur à 30. Également au niveau de la dette par rapport aux exportations, on est à 125. Pour avoir un risque faible, il faut être inférieur à 140. Donc on est un peu proche. Donc notre risque de surendettement a été évalué par le FMI et la Banque mondiale lors de la dernière mission à modérer tout simplement parce qu'il y a l'effet de choc. Donc c'est pour cela qu'il est modéré, sinon il est même faible. Donc avec quelques actions sur les exportations, par exemple en limitant la contrebande des produits de rente qui partent dans le juin et de mobiliser le meilleur, ou en utilisant un peu
mémoire des exploitations de lycées ou le suivi des envois de fonds des bénéficiaires des exploitations, on pourrait peut-être limiter un peu ce risque-là. Au niveau du secteur bancaire, notre système bancaire est en surliquidité, malgré les imperfections liées à l'absence de marché interbancaire qui fait que certaines banques sont surliquides alors que d'autres sont insuffisantes de trésorerie. On constate également un niveau de créance brute de 23% au 30 septembre, provision oubliée. Mais il faut également souligner le travail fait par la commission mise en place par le ministre des Finances et celui de la Justice et présidé par l'ancien ministre Bougedi, qui a permis d'accélérer le traitement de dossiers en souffrance, faisant passer la cour des créances de 7,9 milliards à 11,8 milliards, soit près de 30% de réduction. On note également deux banques sous administration provisoire. Au niveau de la BDC, il faut souligner que l'État a repris les actions de la BEI. Des négociations sont finalisées avec le groupe rival, ce qui va permettre à l'État de reprendre toutes les actions, d'avoir toutes les actions et de rechercher, parce que le but, ce n'est pas d'avoir la banque, de gérer la banque, ce n'est pas la mission de l'État, et après rechercher un actionnaire fiable pour la BDC. On note également le renforcement du rôle de la BDC avec l'adoption de la loi portant redressement et résolution des institutions financières, qui renforce le rôle du superviseur dans la résolution des crises. Également la promulgation de la loi sur la modernisation du système national de paiement, mais aussi la restructuration de la SNPCF qui est avancée avec le décret sur la séparation des activités locales, bancaires et externes. On constate ce bilan présente des opportunités, mais aussi des défis qui persistent. Comme opportunité, c'est l'existence d'une réelle volonté politique, c'est une des critères pour faire le rêve. La volonté politique, qui on estime la volonté liée. Également, un accompagnement affiché des partenaires. Je citerai l'AFD et l'Union européenne à travers le projet PAGEF pour 1 million d'euros. Le FMI avec l'assistance technique, que ce soit du département géographique, que ce soit d'Afrique-Taxa. Le PNUD également avec le projet de financement de l'écosystème des ODD, mais également la Banque mondiale. Mais des défis persistent. Il nécessite d'être porté à l'attention des autorités ici présentes. Le premier des défis est la capacité institutionnelle. Par capacité institutionnelle, je parle de la formation du personnel, je parle du manque des fois de cadre juridique, et également de guides de procédure ou de guides de manuels de procédure. On note également un système de marché public qui est encore perfectible, un système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à améliorer malgré des avancées notables, notamment avec la discussion du code pénal. On note aussi une masse salariale qui ne laisse pas d'espace fiscal conséquent pour des investissements sur les sociétés clés, mais surtout une gouvernance et un pilotage à renforcer du manque de conseil d'administration. On nous estime
mise en place de conseils d'administration avec des pouvoirs renforcés pourrait contribuer à améliorer cette gouvernance. Également l'encadrement de la masse salariale des dirigeants des entreprises publiques. Également le manque de comptes certifiés, le manque d'audit interne, de contrôle interne, etc., etc. Nous estimons que ce sont des véritables défis que si nous voulons que les entreprises puissent contribuer à leur niveau, nous devons régler tous ces problèmes. Venons-en aux perspectives 2021. Donc, certes, nous avons voté une loi de finances avec une prévision aux alentours de 52 milliards. Seulement, on sait que en matière de budget, les recettes sont évaluatives et sont limitables. Nous avons voulu changer de paradigme. Au lieu d'être en conflit permanent avec les partenaires, on garde le niveau arrêté par la loi de finances, mais on se dit, après l'analyse, qu'il y a des marges de progrès. Il y a des marges de progrès à faire. On a fait le travail, service par service, impôt par impôt. Il en résulte qu'il y a des marges de progrès. On peut améliorer rapidement les recettes. Donc l'ambition ici, c'est de faire passer le taux de pression fiscale actuellement de 8% à 14% en 2023. Le FMI estime que le taux de pression fiscale à 15% permettrait de faire des investissements capables de transformer le pays. Et puis aussi, au niveau des autres pays similaires, ils sont en moyenne à 15%. Donc c'est pour cela qu'on trouve au niveau du douane, par exemple, on veut faire 26 milliards 4 en 2021, 30 milliards en 2022 et 36 en 2023. Au niveau de la Chine, 12 en 2021, 15 en 2022 et 18 en 2023. Au niveau de la SCH, par exemple, oui, Trésor, 7,8 milliards en 2021, 12 en 2022 et 14,4 en 2023. SCH, 10,8 en 2021, 13,2 en 2022 et 16,8 en 2023. Télécom, il y a une coquille sur Télécom, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ok, j'en passe. On va communiquer le chiffre arrêté. Onicor 2,4 en 2021, 3,6 en 2022, 4,8 en 2023. Et ce qu'on appelle les autres sociétés, 918 millions en 2021, 1,8 milliard en 2022 et 1 milliard en 2023. Donc, au-delà des mesures urgentes qu'on a recensées, qu'on essaie de travailler avec les organisations, on a recensé des axes stratégiques qui figurent également à travers le PDI, qui vont nous permettre d'accélérer ces réformes. Donc, en premier lieu, le soutien, la digitalisation des administrations fiscales. Donc, interfacer, par exemple, interfacer les applicatifs informatiques de la Chine, de la douane et du pétrole, par exemple, c'est passer à la télédéclaration de l'impôt et plus tard, les paiements, c'est aussi
l'utilisation du scanner au port de monolithe que nous avons utilisé. Également, moderniser le système de l'administration fiscale. Donc, ici, faire passer de la TSC, par exemple, à la TVA. Également, l'établissement de la taxe fiscale et l'amélioration du recouvrement. Il s'agit ici de répartir le poids fiscal sur un ensemble de contribuables. Donc, aller chercher ceux qui sont dans le secteur informel pour les formaliser et les taxer. Mais aussi sensibiliser et faire de la promotion du civil fiscal. L'axe 3, c'est améliorer la gouvernance budgétaire, donc réviser le cadre juridique à l'autre. Améliorer également la planification, l'exécution, les contrôles internes et externes au niveau de la dépense publique. Également mettre en place un système de marché public en ligne, on appelle le e-procurement, améliorer la gestion de la trésorerie, également aller vers le budget citoyen qui sera publié. Également développer le système bancaire pour promouvoir le financement inclusif. Donc ici, c'est automatiser les transactions interbancaires et développer l'interopérabilité des paiements numériques, assainir le secteur bancaire et améliorer la stabilité et l'intégrité financière, faciliter l'accès et l'usage des services financiers numériques, créer et animer des marchés dédiés. Enfin, c'est de renforcer la mobilisation du financement extérieur, parce qu'il faut mobiliser le financement intérieur, mais également le financement extérieur. Ça passe par la mise en place de zones financières comme le Finance City. Ça passe également par la mobilisation des fonds de la diaspora, par la mise en place de mécanismes de bibancarisation pour accélérer les fonds de la diaspora. Ça passe également par le développement de la finance islamique. En conclusion, je dirais tout simplement que le PCE nécessite un véritable engagement de l'ensemble des acteurs. On note que depuis 2007, une progression des recettes. Il a été freiné à partir de 2019 par les chocs électriques et Covid, ainsi que la situation des entreprises publiques qu'il faut améliorer. On a constaté également la politique du gouvernement dans la gestion du Covid, des défis, surtout en matière de gouvernance, mais également des opportunités. Une réelle volonté politique doit s'engager dans la vision du gouvernement, malgré la pandémie, à la mobilisation de l'ensemble des financements nécessaires pour la vision du chef de l'État, qui est le plan Congo émergent. Je vous remercie.